Cet après-midi, à l'occasion des 220 ans de sa naissance, je vous raconte un compositeur de symphonie fantastique qui, pour beaucoup, n'a pas toujours été fantastique. Ou la véritable histoire d'Hector Berlioz, le génie mal compris. En quoi Berlioz a-t-il révolutionné la musique ? Comment ses contemporains ont-ils accueilli son art ? Qui ont été ses héritiers musicaux ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 5 décembre 1837 sous les voûtes de l'église Saint-Louis des Invalides à Paris. La grande pompe est de sortie pour les obsèques d'un général français tué au siège de Constantine en Algérie au cours d'une bataille qui a fait avancer la colonisation de cette lointaine contrée. L'homme est mort pour la grandeur civilisatrice de la France et tout ce que la monarchie de Juillet compte d'important est donc réuni. Princes et officiers, ducs, pairs, ministres et députés nourrissent la foule assemblée dans la solennité. Pour le décorum, en plus de la majesté des lieux drapés de noir, pas moins de 270 musiciens et chanteurs sont présents afin d'exécuter un requiem, le plus grand ouvrage musical qu'on ait jamais écrit, selon les modestes mots de son compositeur Hector Berlioz. Le musicien, âgé alors de 34 ans, n'est pas à la baguette car pour cet événement officiel, il faut un chef officiel. En l'espèce, François-Antoine Habeneck, qui exerce à l'Opéra et au Conservatoire de Paris. Tout a bien commencé, l'introduction ténébreuse fait son effet. Puis dans le deuxième mouvement du Dies Irae, un puissant accord résonne. Des groupes de cuivre sont disposés aux quatre coins de la nef pour que les timbres remplissent mieux encore l'espace au moment de leur irruption censée symboliser le jugement dernier. Une fois que l'accord d'entrée retentit avec fracas, les groupes de trompettes et trombones s'interpellent et se répondent en arrivées successives. C'est à ce moment qu'Hector Berlioz observe l'orchestre, tout excité à l'idée de l'effet produit par les entrées qu'il a savamment pensées. Mais le compositeur panique lorsqu'il constate que le chef Habeneck a lâché sa baguette pour se saisir d'un peu de tabac qu'il prend tranquillement au moment justement le plus délicat. Berlioz surgit alors pour donner le signal au groupe de cuivre qui fort heureusement démarre chacun au bon moment pour produire l'effet voulu. Ouf, il s'en est fallu de peu que l'on court à la cacophonie catastrophe. Lorsque Berlioz évoque cet épisode dans ses mémoires, rédigés bien des années plus tard, il ne peut s'empêcher d'imaginer que ce ratage aurait été visé à dessein. Il songe à une basse scélératesse, et ce sont ces mots, potentiellement ourdis par quelques-uns de ses ennemis dans les sphères musicales officielles. Cette anecdote et la façon dont il la narre illustrent bien des aspects de la personnalité d'Hector Berlioz. D'abord, qu'il aime et maîtrise les mises en scène grandioses, mais aussi qu'il se plaint souvent, à tort ou à raison, du traitement que ses contemporains lui infligent. Il faut dire que son rapport avec le monde musical n'est pas forcément toujours fluide, lui qui a, comme vous allez le voir cet après-midi, pâti d'être parfois incompris. Il est vrai qu'Hector Berlioz détonne un peu dans l'environnement artistique de son époque. Il est un provincial, né dans un village du Dauphiné dont il a parcouru durant son enfance bourgeoise les campagnes, les plaisirs et les ennuis. Son père médecin lui apprend la flûte. Puis Hector se met à la guitare et suit quelques cours de composition auprès de professeurs, mais il ne jouit pas de l'enseignement du conservatoire, ne maîtrisera jamais le piano et n'entend pas vraiment d'harmonie savante ailleurs qu'à la messe. À 15 ans, il compose quelques pièces pour 6 instruments et, culotté, il les envoie à Ignace Pleyel, facteur de piano et éditeur de partitions, dans l'espoir de les faire imprimer. Hélas, il n'aura jamais de réponse. Le baccalauréat en poche, si le jeune Berlioz, 18 ans, prend en octobre 1821 la diligence pour Paris, c'est avant tout pour y faire des études de médecine dans les pas de son père. Sa vie s'organise entre sa petite chambre du quartier latin et les cours de la faculté qui l'ennuient, d'autant qu'il supporte plutôt mal les séances de dissection. Au banc de l'université, il préfère ceux de l'opéra où il commence à se rendre avec ferveur. Sensible, enthousiaste, exalté, la musique crée chez Berlioz des sensations
qu'il n'a jamais connu. Il pleure, il tremble, il frôle même souvent le vertige, particulièrement quand il assiste à une représentation d'Iphigénie en tauride du compositeur Gluck qu'il vient à vénérer. En plus de l'opéra, Hector traîne dans les quelques salons à la mode et à la bibliothèque du conservatoire, où il apprend Gluck par cœur et fait éditer des petites romances à compte d'auteur. Quand Berlioz revient chez lui pour les vacances, sa mère refuse l'idée d'une carrière de musicien. Elle le supplie de ne pas livrer son âme aux flammes éternelles de la damnation qui attend, selon elle, tous les artistes. Son père, lui, le soutient. Et son choix est fait, de toute façon. Hector Berlioz imagine déjà plusieurs œuvres grandioses et commence à rédiger articles et critiques musicales dans quelques revues. Jean-François Le Sueur, grand compositeur de son temps, le prend sous son aile et bientôt dans sa classe du conservatoire. Berlioz compose. Pour qu'on entende sa musique, il emprunte de l'argent afin d'organiser lui-même des concerts, ce qu'il fera souvent. Le premier a lieu en juillet 1825 en l'église Saint-Roch pour une grande messe qui rencontre un petit succès d'estime. Mais pour devenir un musicien qui compte, il doit faire comme les autres, décrocher le prix de Rome. Cette récompense, décernée dans diverses disciplines par l'Académie des Beaux-Arts, offre quelques années en résidence à la Villa Médicis et permet surtout de se faire connaître de tout le gratin. Il tente sa chance en 1827 avec une cantate que le jury déclare inexécutable. Il n'obtient que le second prix l'année suivante, puis rate encore une troisième fois. C'est finalement en 1830 qu'il obtient le Sésame avec une cantate qu'il a volontairement rendue fort médiocre, selon ses propres termes, afin de s'assurer les bonnes grâces du jury. Conscient que ses audaces ne plaisent pas, il fait dans le conventionnel. Entre-temps, Berlioz a réussi à faire jouer un peu sa musique, notamment l'ouverture d'une œuvre restée inachevée, nommée des Francs-Juges, qui fait son petit effet à la salle de concert du conservatoire, alors temple de la musique instrumentale, où Berlioz a d'ailleurs découvert en frissonnant des mois les symphonies de Beethoven. Un public initié s'avère sensible aux hardiesses de Berlioz, mais il impressionne, il fait presque peur. Ainsi, le grand musicien François-Joseph Fétis note que, je le cite, c'est la fièvre qui le domine et que cette fièvre n'est point celle d'un homme ordinaire. Ordinaire ? Oh, Berlioz ne l'est pas. En musique, comme pour le reste, d'ailleurs. Ses amours sont notamment faites d'emballements aussi débordants que ses compositions musicales. Un soir qu'il découvre Shakespeare à l'Odéon, il tombe en pâmoison devant la comédienne britannique Harriet Smithson. Il la suit, lui écrit et hurle sur tous les toits qu'il l'aime à en mourir, tellement fort que la dame semble presque apeurée. C'est au final avec une autre qu'il se fiance avant de partir à contre-cœur pour l'Italie, comme l'y oblige son prix de Rome. L'heureuse élue se nomme Marie Mock, une pianiste qui deviendra une célébrité. Mais avant de partir, Berlioz a l'occasion de donner à la salle du conservatoire sa dernière composition, la symphonie fantastique. L'orchestration est particulièrement étoffée, avec pléthore de cuivres et de percussions, et pas moins de 4 harpes, pour inaugurer ce qu'il nomme la musique à programme. Un texte est distribué aux auditeurs. Les 5 mouvements de la symphonie ont des noms et sont autant d'histoires que la partition décrit, exprime et amplifie. Il y est question d'un jeune musicien aux prises avec ses passions, un sujet tout personnel. Les instruments illustrent avec 1000 nuances le sentiment dans un récit poétique mené par la puissance suggestive de l'orchestre. Le tout est parcouru par ce que Berlioz nomme une idée fixe, obsession mélodique qui symbolise son amour envers la comédienne Harriet Smithson, pour qui il a en réalité écrit cette œuvre grandiose. La dame, qui l'a toujours éconduit, n'est malheureusement pas dans le public, mais la salle est comble et enjouée. C'est un succès. Heureux augure pour une suite de carrière triomphale ? Ah, rien n'est moins sûr. Lorsqu'à 27 ans, Hector Berlioz part pour la Villa Médicis de Rome, tout va globalement bien. Sa symphonie fut donc chaleureusement accueillie, il est fiancé, et les pensions assurent son train de vie. Mais à Rome, qui n'est pas vraiment une cité mélomane, il semble s'ennuyer, compose peu, et aime quitter la villa qu'il qualifie de caserne musicale pour découvrir l'Italie.
Il est d'ailleurs à Florence quand il apprend que Marie, sa promise, a finalement décidé de se marier avec un autre. C'est un choc. Hector Berlioz, à peine excessif, décide carrément de tuer la dame et l'amant. Il se met en route et échafaude un plan où il se déguiserait en servante. Il va même jusqu'à se procurer les habits, mais revient sur sa décision et préfère, dit-il, se jeter avec désespoir à la mer depuis les rochers de la côte niçoise pour finalement ne rien faire du tout et rentrer. Et c'est bien mieux comme ça. De retour à Paris, Berlioz fait à nouveau jouer sa symphonie fantastique. Surtout, Harriet Smyson, la comédienne qui lui avait inspiré cette brillante partition, semble finalement sensible à son charme. La relation s'engage et entre deux disputes, après lesquelles, en toute mesure, Berlioz cherche parfois à s'empoisonner, il décide de se marier. C'est chose faite. En octobre 1833, le célèbre pianiste Franz Liszt, ami du compositeur, est le témoin des noces. Berlioz côtoie en effet tous les grands artistes de son temps. Le violoniste virtuose Niccolò Paganini, qu'il admire, vient par exemple lui baiser la main à genoux sur scène après un concert. L'Italien en profite pour lui demander de créer une grande pièce qui mettrait en valeur un alto Stradivarius récemment acquis. L'œuvre, intitulée Harold en Italie, ne met au final pas assez en avant l'instrument pour un soliste tel que Paganini, car ce n'est pas vraiment un concerto, ni vraiment une symphonie. L'alto se balade avec mélancolie et grâce entre les mouvements et l'orchestre et représente un peu cette âme en peine que Berlioz avait traînée dans les campagnes italiennes. La pièce est donnée à la salle du conservatoire. C'est un petit succès. Mais Berlioz n'est toujours pas un grand compositeur connu et reconnu de tous. La preuve, il n'est pas riche. Il écrit d'ailleurs dans les revues pour financer son ménage. Il faut dire que le genre noble par excellence, celui qui amène en général la gloire et les émoluments, n'est pas la symphonie, mais l'opéra, dominé par le style allègre des Italiens. Alors, Berlioz ose. Berlioz s'y met. Il compose Benvenuto Cellini, un opéra avec des passages parlés qui se basent sur la vie romancée d'un orfèvre et sculpteur de la Renaissance, sorte de génie incompris. Il le propose à la salle de l'Opéra Comique, qui n'en veut pas. L'Opéra académique de la rue Lepelletier finit par accepter, à condition de réduire la voilure et d'ôter les passages parlés. Après quelques tracas aux répétitions, la grande première a lieu. Nous sommes le 10 septembre 1838. La foule applaudit l'ouverture, mais très vite, les sifflets se font entendre. Le public ne comprend pas le livret, c'est-à-dire l'histoire qui mélange tragique et comique et comprend encore moins la musique. Les instruments habituellement cachés sous la ligne de l'orchestre sont ici mis en valeur, des percussions aux contrebasses. Les combinaisons de timbres désarçonnent. Il faut avouer que les musiciens de l'orchestre, eux aussi, ne sont pas tout à fait à l'aise avec les subtilités de la partition que beaucoup jugent trop riche, trop pleine, trop complexe, trop surprenante. On est, il est vrai, loin des mélopées qui, en 3 secondes, s'impriment dans l'esprit et la mémoire. Il faut accepter de se laisser aller aux amples élans que Berlioz transcrit en musique, aux méandres de nuances, aux accélérations frénétiques ou tonitruantes. Certains adhèrent, quelques articles sont dithyrambiques. Théophile Gautier, ami de Berlioz, autant que de toute la génération des romantiques, tentera même la comparaison avec le plus fameux d'entre eux, Victor Hugo. Berlioz, écrit Gautier, change de tempo, trompe l'oreille qui attendait un retour symétrique et ponctue à son gré la phrase musicale. Tout comme Hugo, il déplace les césures et varie par toutes sortes d'artifices la monotonie poétique. Pour Berlioz et ceux qui le comprennent, la musique va plus loin que le simple agencement rythme, harmonie, mélodie. Il s'agit d'une puissante vague expressive qui traduit les passions et les sentiments. Or, tout le monde ne l'entend pas ainsi. La première de son opéra est incontestablement un échec. 2 représentations suivent, avec quelques modifications devant un public parfois conquis, mais éparses. Il faut attendre 4 mois pour qu'il soit donné à nouveau, avant que Berlioz, là, n'écrive ces mots au directeur de la salle avec l'ironie qui le caractérise. « J'ai l'honneur de vous annoncer que je retire mon opéra. Je suis intimement convaincu que vous l'apprendrez avec plaisir. » Ce four n'offre que la parfaite occasion à Berlioz de s'identifier totalement à son personnage de Benvenuto Cellini, lui aussi incompris, qui lutte contre les instances officielles de l'art et du beau. Peut-être les critiques parfois acerbes que Berlioz livre dans les journaux ne l'aident pas à se faire aimer du milieu. Le fiasco est en tout cas un événement qui le marque et lui ferme
les portes de l'Opéra de Paris. Il est un temps dépité, épuisé, comme il sera souvent, tant ses émotions l'étreignent et l'accablent. Mais un compositeur compose et Berlioz est prolixe. Le raté à l'opéra ne signifie pas qu'il n'est pas un génie, loin de là. Hector Berlioz se reprend, crée une grande symphonie avec Roméo et Juliette, puis une symphonie funèbre pour les 10 ans de la Révolution de Juillet. 200 musiciens l'exécutent en cortège et en extérieur jusqu'à la colonne de la Bastille. Berlioz est loin d'être un paria. Il obtient un poste à la bibliothèque du Conservatoire et même la Légion d'honneur en 1839. On l'engage pour orchestrer parfois les œuvres d'autres compositeurs. Mais sa musique à lui n'est jamais totalement admise par tous. Alors, il ne cessera dans ses mémoires de soupçonner des cabales du petit milieu officiel. C'est à l'étranger que la gloire l'attend. En 1842, il donne ses premiers concerts à Bruxelles, prélude à une grande tournée en Allemagne où il reçoit les bravos et les honneurs. Tout comme il sera couvert de triomphes en Russie et plus tard en Angleterre. En France, sa musique est jouée, mais il n'obtient jamais le poste de directeur de l'opéra auquel il candidate plusieurs fois, même s'il est pourtant célèbre pour d'immenses concerts, parfois à presque 1000 musiciens, lors de grands événements comme l'Exposition universelle. Car s'il est un don qu'il est aisé de lui concéder, c'est bien celui de chef d'orchestre. En 1834, Berlioz assiste médusé à une représentation de son Harold en Italie qu'il juge ratée à cause du chef Narcisse Girard. Dès lors, il décide de prendre les choses en main. Il m'est excessivement douloureux, écrira-t-il, d'entendre mes compositions exécutées sans une direction autre que la mienne. Dans un texte sur l'art du chef d'orchestre, Berlioz livre ce qu'il considère être l'essence de cette fonction avec ces mots. Il faut qu'on sente qu'il sent, qu'il comprend, qu'il est ému, que son sentiment et son émotion se communiquent à ceux qu'il dirige. Sa flamme intérieure les échauffe, son électricité les électrise, sa force d'impulsion les entraîne. Il projette autour de lui les irradiations vitales de l'art musical. Berlioz est pointilleux. Il introduit d'ailleurs les répétitions partielles pour travailler sur des éléments précis, plutôt que de tout le temps convoquer l'orchestre complet. C'est un peu en partie grâce à lui qu'émerge la figure du chef d'orchestre que nous connaissons. Paulin Richard, un critique et ami, dira qu'il ne joue d'aucun instrument, mais tous à la fois. Son instrument, c'est l'orchestre. Berlioz a posé ses opinions sur la direction d'orchestre dans un ouvrage car il écrit beaucoup, des articles, des critiques, des traités, ses mémoires, souvent cocasses, et même une nouvelle de science-fiction, Euphonia, qui raconte un monde en l'an 2344 où une cité régie par les lois de la musique fait office de rempart à la déliquescence artistique et morale. Faut-il y voir une analogie avec lui-même ? Car les déceptions s'enchaînent. Quand il donne des œuvres aux formes et sonorités plus traditionnelles, telles l'oratorio L'Enfance du Christ, tout va bien. Mais pour certaines autres, plus intensément personnelles, ça n'est pas la même chose. La damnation de Faust, légende dramatique ainsi qu'il la nomme, avec orchestre, chœur et soliste par exemple, eh bien, il loue la salle de l'Opéra-Comique pour la première le 6 décembre 1846. Les rangs sont à moitié vides. Pareil pour la deuxième. C'est un échec encore, et il y perd beaucoup d'argent. À nouveau, c'est à l'étranger, notamment en Russie et en Allemagne, que l'œuvre triomphe. Je suis, dit-il, comme les oiseaux de proie, obligé d'aller chercher ma vie au loin. Seuls les oiseaux de basse-cour vivent sur leur fumier. Berlioz part en tournée accompagné de Marie Reccio, maîtresse quasi officielle qui deviendra sa deuxième épouse, alors que la première, Harriet, aura fini de dépérir d'ennui et de maladie, pendant que leur fils Louis parcourt les océans du monde dans la marine. À Paris, son grand Tédéum à 900 exécutants rencontre son public, à l'église Saint-Eustache. Mais Berlioz est en pleine fièvre de composition sur un nouvel opéra, Les Troyens, gigantesque fresque sur le thème de l'Énéide. L'œuvre est achevée en 1858. Il a écrit la musique et le livret, ce qui est rare. Persona non grata à l'opéra, il tente d'attirer l'attention de l'empereur Napoléon III, mais le projet piétine avant d'être finalement monté au théâtre lyrique, bien plus petit que l'opéra. L'œuvre est pourtant colossale, ambitieuse, peut-être trop au goût du directeur. Berlioz doit couper 2 actes et écrire un prologue qui résume l'histoire. On me débite en tranches, lâche-t-il désabusé. Le 4 novembre 1863, c'est la grande première. Elle est un peu pénible. Dirigée par un autre, comme l'exigent les règles tacites du monde lyrique parisien, les musiciens sont débordés, les machinistes aussi. Un entracte dure jusqu'à 55 minutes pour le changement de décor.
Les réactions vont de l'engouement total à la circonspection, voire l'hostilité. Mais la vingtaine de représentations assure un certain succès, quand bien même l'œuvre est mutilée et ne sera pas jouée en France dans son entièreté en une seule fois avant 50 ans. Mais Hector Berlioz est tout de même satisfait. Les revenus lui permettent de cesser d'écrire pour la presse et, conscient que ceci est sa première grande création, de plus en plus régulièrement malade, il vieillit en voyant tous ceux qu'il a connus ou aimés mourir. « Ma promenade favorite est le cimetière de Montmartre. J'y vais souvent. J'y ai beaucoup de relations, écrit-il. » Approchant la mort, Berlioz aurait déclaré dans une ironie douce amère « Enfin, on va maintenant jouer ma musique. » Et il avait raison. Hector Berlioz meurt le 8 mars 1869. Il a les honneurs à ses funérailles et l'on donne bien sûr un extrait de son requiem, et plus étonnant, de celui de Louis Cherubini, jadis tout-puissant directeur du conservatoire, avec qui Berlioz a souvent eu maille à partir. Ironique donc. Assez rapidement, après sa disparition, on joue sa musique, surtout symphonique. En 1880, un critique londonien en voyage note que Berlioz fait fureur à Paris. Les esprits et les goûts évoluent, et plus ses œuvres sont jouées, plus elles plaisent. L'offre de concerts s'étoffe dans la capitale et la concurrence favorise certainement ce mouvement. Peut-être aussi un petit élan patriotique après la guerre contre la Prusse qui fait qu'on veut jouer français, notamment avec Berlioz, comme pendant romantique du germanique Wagner. La damnation de Faust, qui avait subi un cuisant échec à Paris à sa création, devient la pièce la plus populaire et les représentations des œuvres de Berlioz s'enchaînent. 5 concerts en 1870, 10 en 1872, 21 en 1877, et ainsi de suite. En 1903, pour le centenaire de sa naissance, une publication intégrale de ses œuvres est lancée en Allemagne. En 1920, le Grand Théâtre de Rouen donne pour la première fois en France l'Opéra Les Troyens dans son intégralité, et c'est d'ailleurs lui qui sera choisi pour ouvrir la première saison du tout nouvel Opéra Bastille à Paris en 1990. Chaque centenaire ou bicentenaire de naissance et de mort de Berlioz est l'occasion pour les experts et passionnés de se replonger dans cette œuvre grandiose. Sa musique a nourri des inspirations des successeurs. On pense notamment à Gustav Mahler, qui en tant que chef d'orchestre dirigea une bonne douzaine de fois la symphonie fantastique et fut l'un des grands maîtres du développement de la musique dite à programme. Incompris, Berlioz le fut un peu, mal aimé parfois, plus pour son comportement agité, excessif ou vindicatif. Il a d'ailleurs largement forgé lui-même dans ses écrits l'image de génie en lutte contre ses contemporains, en n'hésitant pas à exagérer le trait, ainsi que son caractère exalté l'a toujours guidé dans une vie intérieure et musicale aussi riche qu'intense. « Ma vie est un roman qui m'intéresse beaucoup », a-t-il dit. Eh bien nous aussi, encore et toujours, et même 220 ans après qu'il a vu le jour. Europe 1, historiquement vôtre. Bruno Messina, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Bruno Messina, dans la biographie que vous lui avez consacrée en 2018, vous avez souhaité dépoussiérer la figure de Berlioz. Quel cliché colle à la peau de ce compositeur de génie ? Écoutez, il y a la mauvaise humeur, peut-être la mauvaise foi de Berlioz, les excès dont vous parliez, le gigantisme, alors qu'il a des œuvres d'une extrême douceur, comme les Nuits d'été par exemple, voire la mégalomanie avec ses grands concerts à 1000 musiciens et chanteurs. Peut-être aussi cette image en noir et blanc. Vous savez, Berlioz est contemporain de la naissance de la photographie. On a des images de Berlioz qui sont des images d'un vieil homme qui est dans l'échec, qui est dans la colère, qui est dans la déception d'une vie qui n'a pas été peut-être ce qu'il espérait. Et cette image en noir et blanc, finalement, lui colle à la peau. Cette image aussi peut-être d'une certaine forme d'académisme. Berlioz étant utilisé ensuite comme un représentant de la France, lui qui a eu tant maille à partir avec son propre pays de son vivant, puisque, vous le disiez, il était aimé de Londres à Moscou, mais finalement c'est en France qu'il avait le plus de mal, et notamment à Paris. Il y a cette image de Berlioz qu'on va utiliser, par exemple, Christian Jacques avec son film La Symphonie fantastique, Jean-Louis Barrault en 1943, cette image, mais qui reste en noir et blanc. Vous voyez peut-être qu'il faudrait aujourd'hui un biopic en couleur de Berlioz, un Louis Garrel pour l'incarner. En tout cas, Berlioz est injustement mal compris des Français, peut-être encore un peu aujourd'hui, mais ça change, il y a une évolution, il y a vraiment beaucoup de gens qui se saisissent du génie extraordinaire de ce compositeur. Quelques mots sur la personnalité de Berlioz.
quelque peu excessive, on peut le dire. Comment vous la définiriez, Bruno Messina? D'un seul mot, romantique. C'est un romantique, il est passionné, c'est un artiste, c'est un amoureux en permanence avec des comportements qui sont parfois des comportements qu'on pourrait considérer comme des comportements d'adolescents. Mais c'est ça aussi qui fait tout le charme de cette personnalité. Oui, c'est un romantique. Berlioz a laissé une autobiographie, ce sont ses mémoires dans lesquelles il se plaint. Bon, c'est une habitude chez lui, écrivez-vous. C'était un éternel insatisfait. Son moteur, c'était d'en vouloir toujours plus. Oui, il en voulait toujours plus, à la fois en musique, mais à la fois en amour. Alors il est en permanence insatisfait. Vous voyez, dès qu'il obtient l'objet de son désir, que ce soit Harriet Nilsson, que ce soit Marie Recio, qui deviendra sa femme, que ce soit Marie Mock, Camille Mock, entre-temps, puisqu'on l'appelle Camille, même si elle s'appelle Marie. Mais il y a ces trois femmes, Harriet, Camille, Marie, qui sont des étoiles. Pour lui, il y a son premier et dernier amour. Quand il est tout gamin, à 12 ans, il commence la musique pour ça. Il tombe amoureux d'une jeune fille qui en a 18. Vous voyez, à 18 ans, on s'intéresse peu à un garçon de 12 ans, et encore plus au 19e siècle. On regarde plutôt les hussards napoléoniens. Et lui, pour elle, il va écrire de la musique. Et finalement, ce sera aussi le dernier amour de sa vie. À la fin de sa vie, cette étoile sera toujours là. Donc, il a cette insatisfaction de jamais atteindre véritablement les étoiles qu'il cherche. Et c'est un peu la même chose en musique, où il reprend ses œuvres, où il supprime les œuvres de l'enfance, où il va en permanence modifier la symphonie fantastique. Il y a le Triomphe de 1830, mais elle va être modifiée encore. En 1832, c'est une autre version. Il va parfois reprendre un élément qu'il va mettre dans une autre œuvre. Oui, Berlioz, c'est un éternel insatisfait. Mhm. À la lecture de votre livre, Bruno Messina, on a l'impression que la vie de Berlioz, c'est un roman d'aventure. Ah bah oui, c'est un roman d'aventure. Déjà, partir de la côte Saint-André, entre Lyon et Grenoble, au 19e siècle, au début du 19e siècle, c'est une aventure. Il faut 5 jours en diligence pour monter à Paris, quand tout se passe bien. Et on sait qu'il y a tout au long de cette époque des affaires incroyables, comme l'attaque du courrier de Lyon, etc. Donc ça, déjà, c'est une aventure. Mais ensuite, il va traverser le 19e siècle avec tous les changements. C'est un homme qui naît sous le consulat, qui va connaître la monarchie restaurée, qui va connaître l'Empire, qui va connaître la Première République. C'est incroyable, dans une seule vie. C'est un homme qui va connaître l'arrivée du chemin de fer, qui va aller de Londres à Moscou, qui va être invité en Amérique du Nord et du Sud. Il ne fera pas le voyage, mais il sera connu jusque là-bas. Il fera de Saint-Pétersbourg à Moscou en traîneau. C'est une aventure incroyable qu'il raconte dans ses mémoires. Il va de Rome à Naples à pied, avec sa guitare sur le dos ou son fusil, parce qu'il est aussi chasseur. C'est un lien qui garde à la ruralité. C'est un homme qui se baigne dans les calanques à Marseille. Et vous savez, le loisir de la natation, c'est bien plus tard qu'il faudra attendre. Donc, c'est un homme qui vit sa vie, en effet, comme un aventurier. Et il a commencé la musique par amour, parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille à l'âge de 12 ans. Est-ce que c'est pas un peu ainsi qu'il conçoit la musique, comme une déclaration d'amour? Oui, sans doute, comme une déclaration d'amour pour prouver quelque chose, pour prouver qu'il est intéressant, qu'il a du talent. C'est quelqu'un qui est en permanence motivé par le désir d'être compris, d'être aimé. Et en effet, on le voit dans sa vie, dans les périodes où il n'est pas amoureux, il ne compose plus. Il lui faut toujours une étoile pour avancer. Bruno Messina, l'une des particularités d'Hector Berlioz, c'est qu'il n'était pas pianiste. Dans quelle mesure, à votre avis, ça a influencé sa façon de composer? Ah, vous avez raison, c'est une chose très importante. Tous les compositeurs du 19e siècle sont pianistes. Il faut penser alors à Chopin, évidemment, à Liszt, Schumann, Schubert, ceux qui vont précéder, ceux qui vont suivre. Et Berlioz, il a cette anomalie, en quelque sorte, dans l'histoire de la musique. Il commence avec un flageolet à 12 ans. Un flageolet, c'est une flûte de berger. Ensuite, il passe à la flûte traversière en bois. À 15 ans, il passe à la guitare. Et tout ça, ça ne fait pas l'instrument du compositeur. Donc, ça a influencé sa musique parce qu'il ne va pas écrire à partir du piano en développant
pour l'orchestre, ou en distribuant ensuite les notes qu'il a mises sous ses doigts au piano, il va directement penser l'orchestre en grand, directement la grande partition. Et ça va changer toutes les couleurs de l'orchestre, parce que ça va permettre cette sorte de révolution en musique, où finalement un cornet à piston, une clarinette, un hautbois, un cor anglais va avoir autant d'importance qu'un violon. Ça, c'est vraiment la grande révolution de Berlioz, c'est de penser tout l'orchestre en entier. Mhm. Euh, Vous qualifiez volontiers Berlioz de révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que sa symphonie fantastique a de révolutionnaire et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans son œuvre? Révolutionnaire parce qu'elle casse les codes. Vous voyez, c'est toujours ça, une révolution, c'est ne pas se satisfaire de ce qui est devenu académique et passer à une nouvelle étape. Et Berlioz, et vous savez, jusqu'à l'époque de Berlioz, on est encore dans un modèle qui est le modèle classique, qui est le modèle viennois. On dirait en musique avec une symphonie en 4 mouvements. Ben, la symphonie fantastique, déjà, elle en fait 5. Ensuite, c'est une musique qui fonctionne sur un programme. Donc, une musique imaginogène, une sorte de musique de cinéma avant même le cinéma, parce que ça nous raconte une histoire. Et ensuite, parce que, en effet, dans la distribution des instruments, il y a quelque chose qui n'est pas de la même manière que ça se faisait jusqu'alors. Ça aussi, c'est une forme de révolution, cette dimension d'aimer les faits, d'aimer saisir son public. Et puis, il nous amène tous les éléments du romantisme, il nous amène l'histoire d'amour, les sorcières, tout ça dans sa symphonie fantastique et dans sa musique. Vous établissez un lien entre Hector Berlioz, Victor Hugo et Eugène Delacroix. Lequel? Oh, le romantisme, c'est un peu la sainte trinité des romantiques. En France, l'année 1830, c'est la révolution de la peinture, du théâtre, de la musique. C'est la symphonie fantastique donc, de Berlioz. C'est aussi la liberté guidant le peuple de Delacroix. Et puis c'est Hernani pour le théâtre. Victor Hugo, ce sont tous des gens qui vont d'ailleurs se côtoyer. Selon vous, Bruno Messina, Hector Berlioz a inventé la société du spectacle. Mais alors, de quelle façon? Parce qu'il arrive avec un nouveau monde. Vous voyez, il n'y a plus le prince, il n'y a plus l'église pour soutenir un compositeur. Donc c'est un auto-entrepreneur, un compositeur au tout début du 19e siècle. En plus, il est le premier d'entre eux. Il va inventer, figurez-vous, la question même du festival. Il n'y a pas de festival avant Berlioz. Avant Berlioz, un festival, c'est un comice agricole, c'est une grande fête populaire dans un village. Mais le festival comme un lieu de spectacle, comme un lieu d'unité, un lieu de culture, comme il y en aura après, de cinéma, de mille choses, c'est Berlioz qui invente ce concept de festival qui sera repris par Wagner et par tant d'autres. Ça, c'est quelque chose d'éminemment nouveau. Et puis, cette façon de se mettre en scène, cette façon de produire, c'est lui qui paye ses musiciens pour qu'ils jouent sur la scène. Il produit ses œuvres et puis il se met en scène, il invente même un genre finalement avec ses mémoires. L'autofiction, c'est quelqu'un qui va savoir utiliser les médias dès le début de cette nouvelle société qui arrive avec le 19e siècle. Bon, la musique de Berlioz n'a pas toujours été comprise. Est-ce que c'est parce qu'il était en avance sur son temps ou est-ce qu'il a commis des erreurs? Des erreurs, sans doute, des erreurs de diplomatie, parce qu'il n'était pas très diplomate. Il venait avec sa rugosité dauphinoise dans un monde très policé de l'académisme parisien. Des erreurs peut-être de communication, des erreurs d'obstination aussi. C'est quelqu'un qui ne faisait pas de compromis, et peut-être aussi l'erreur d'avoir refusé des mains tendues, que ce soit en France, que ce soit ailleurs en Europe, ou voire en Amérique, puisqu'il n'a pas fait le voyage, et peut-être aurait-il eu un autre destin s'il avait franchi l'Atlantique. Et est-ce qu'on peut dire que ce visionnaire a ouvert la voie à d'autres artistes? Oui, vous avez raison. C'est Camille Saint-Saëns, le grand compositeur Camille Saint-Saëns, disait que tout le monde devait quelque chose à Berlioz au XIXe siècle. À la fois, il n'a pas d'élèves directement, mais en même temps, tout le monde lui doit quelque chose. L'école russe, par exemple, il n'y a pas d'école russe sans Berlioz. C'est le père du groupe des 5 avec Rimsky-Korsakov, Moussorgsky, parce que son traité d'instrumentation va être repris par les Russes pour créer la musique nationale russe. C'est quelqu'un qui va permettre l'orchestre tel qu'il va sonner jusque dans la musique hollywoodienne. C'est quelqu'un qui permet au cuivre de sonner bien avant les autres. Le premier grand solo de trombone de l'histoire de la musique, c'est avec Berlioz. Il faudra attendre Glenn Miller pour revoir ça. Donc toute la musique moderne est l'héritière d'Hector Berlioz. Alors enfin, vous dirigez le festival Berlioz, organisé chaque année à la Côte Saint-André, la ville natale d'Hector Berlioz, située dans l'Isère. Quel est l'objectif de ce festival qui a été fondé en 1979 ?
Alors ce festival qui est fondé en 79 à Lyon, mais qui finalement existe bien avant, le centenaire de Berlioz à la Côte Saint-André, le festival existe déjà. Il y a Paul Claudel qui vient dans les années 30 et qui assiste à la damnation de Faust sous la halle. Finalement, le festival commence avec Berlioz lui-même puisqu'il invente le concept, mais à la Côte Saint-André, c'est vraiment l'idée de venir en Isère, dans son village, là où on n'a jamais entendu sa musique de son vivant. Rendez-vous compte, ses parents n'ont jamais entendu sa musique. C'est montrer à quel point elle est liée à ce village, à ce paysage, à ses émotions, à ses affects, et c'est pouvoir le célébrer chez lui. Finalement, Wagner a réussi avec Bayreuth à avoir le festival idéal, et on essaye à la Côte Saint-André, sur cette colline, dans ces paysages extraordinaires qui sont ceux de l'enfance de Berlioz, de faire entendre sa musique et de le partager avec les siens. C'est toujours une grande émotion. Et le prochain festival est prévu pour l'été prochain, c'est ça, au mois d'août. C'est tous les ans à la fin du mois d'août. Et on fêtera l'Europe, la jeunesse et l'Europe avec Berlioz. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Messina, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Hector Berlioz, le génie mal compris. Je rappelle que la biographie que vous lui avez consacrée, Berlioz, est parue aux éditions Actes Sud. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.